Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver pour la suite de cette étude sur l'histoire de Dieu et de l'Église. Alors dans la précédente vidéo, j'ai parlé du repeuplement de la terre à partir de deux fils de Noé, donc de Japheth et de Cham. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser avec le troisième fils, donc où s'est installé le troisième fils, donc c'est-à-dire Sem. Alors Sem, on retrouve donc son arbre généalogique, si on veut, dans Genèse 10, les versets 22 à 31. Alors nous avons les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Lut et Aram. Les fils d'Aram, Uts, Hul, Géter et Mash. Arpachshad engendra Shélach, et Shélach engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélef, Atzmarvet, des noms à coucher dehors quand même, Gérak, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Séba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent les fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mécha, du côté de Shephar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Alors, il faut savoir que la descendance de Sem a beaucoup évolué à côté de Cham. Parfois, on retrouve même que les tribus se sont mélangées. Alors, c'est pour cela que parfois, nous les retrouvons dans la même zone géographique. Par exemple, on peut retrouver des descendants de Sem aux côtés de la descendance de Cham en Inde ou dans la péninsule arabe, par exemple. Alors, concernant Japheth, c'était quand même beaucoup plus simple, parce que lui, il est monté vers le nord pour conquérir les territoires que vous connaissez maintenant, donc la Russie, l'Europe, etc. Cependant, Sem et Cham se sont partagés les territoires du sud. Alors donc il se peut que parfois, nous constatons que les descendants de Sem sont remontés vers le nord. Et parfois, ça a aussi créé des confusions aussi, et même des fusions d'ailleurs, sans vouloir faire de jeu de mots, avec les peuples issus de Japheth. Alors Sem n'a pas migré. Lui, il est resté vraiment en Mésopotamie. Il a hérité d'une grosse partie quand même de l'Asie. Et il a donné naissance au peuple sémite. Et ce n'est pas sans nous rappeler les langues sémitiques. Voilà. Donc nous retrouvons Sem aussi, il faut savoir qu'on retrouve Sem dans la descendance de Jésus. Dans la généalogie de Jésus, pardon. Élam a donné naissance aux Élamites. Alors les Élamites, eux, ils se trouvaient en Iran. Assur, lui, il a fondé l'empire assyrien. Et il a d'ailleurs donné son nom à la capitale de l'époque, Assur, ou aussi nommé Assur. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que cet Assur, il est nommé sur un obélisque assyrien. Donc là encore, une preuve historique de l'existence de ce Assur. Il nous est écrit que Shalmaneser, roi de tous les peuples, seigneur, prêtre d'Assur, roi puissant. Donc voilà, on retrouve Assur. Roi puissant, roi des 4 régions, soleil des peuples, etc., etc., etc. Quant à Arpachshad, lui, c'est le fondateur des Chaldéens. Alors, il s'est d'abord établi à Arpachshia. C'est une ville qui se trouve à 6 km, ou plutôt qui se trouvait à 6 km de Ninive. Ninive dont il est fait mention dans l'épisode de Jonas, par exemple. Lud, quant à lui, il a donné naissance aux Ludim. Les Ludim qui sont devenus au fil des temps les Lydiens, donc un peuple assez connu, un peuple réputé notamment pour ses archers. Mais alors malgré le fait qu'ils sont issus d'un peuple sémite, ils parlaient une langue japhétique, donc c'est-à-dire une langue indo-européenne. Et ce peuple, il va disparaître en 546 avant Jésus-Christ avec l'arrivée de Cyrus, le roi de Perse.
Aram, lui, il s'est installé en Syrie et au nord de la Mésopotamie. Alors il a donné naissance aux Araméens. Plus tard, ils deviendront les Syriens. Voilà. On va s'intéresser maintenant à la descendance d'Aram. Uz, lui, il s'est installé en Arabie du Nord, entre la Babylonie et le territoire d'Édom. Hul, quant à lui, il s'est installé au nord de la mer de Galilée. Et d'ailleurs, il a donné son nom au lac Hula, dans l'actuelle vallée de Oula. Ben voilà, on retrouve encore l'étymologie. Le lac Hula est comparé aux eaux de Mérom, que nous retrouvons ici dans Josué, chapitre 11, verset 5, où il nous est dit « Tous ces rois fixèrent un rendez-vous et vinrent ensemble installer leur camp près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. » Maintenant, Guéter, lui, il s'est installé du côté du sud de Damas. Mash, quant à lui, il s'est installé dans le territoire du Liban. Alors, la lecture de Genèse 10, ici, nous voyons que Arpachshad eut pour fils Shéla, et Shéla eut Héber, etc. Héber eut 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que son nom, c'est à son époque ou c'est de son temps, que la terre fut partagée, et celui de son frère était Joktan. Joktan eut pour fils Almodad, Shélef, Hatzar, Mavet. Voilà, c'est assez compliqué. Jérash, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Seba, Ophir, Avila, Jobab. Voilà. Concernant Shélash, eh bien, bon, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations le concernant. Donc, je ne pourrais pas inventer quelque chose. Héber, par contre, lui, il a donné son nom au peuple hébreu. Voilà, on retrouve la même étymologie. On peut faire une parenthèse aussi, donc, par rapport à ces 2 fils, Héber, Péleg et Joktan. Péleg, rappelez-vous, cela veut dire division, et donc c'est le moment où a lieu le fameux épisode de la tour de Babel. C'est-à-dire, c'était le lieu où il se trouvait. Joktan s'est installé dans le sud de l'Arabie, et il a créé 13 tribus. Voilà, là on a vraiment des sources archéologiques et historiques. Nous pouvons aussi associer son nom à Yaqtan. Voilà. Y-A-Q-T-A-N. On va s'intéresser justement au fils de Joktan. Alors, concernant Almodad, qu'on retrouve ici, là on n'a pas encore assez de renseignements non plus. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a été identifié par des historiens arabes comme étant Almorad. Mais après, il a été perdu de vue. Shélef est à rapprocher d'une tribu du Yémen. Donc je vous encourage aussi peut-être à prendre une carte géographique, une carte du monde, pour voir un petit peu où se trouve le Yémen, tout ça, tous ces territoires-là. Alors, donc une territoire du Yémen, donc Shélef, et on fait son rapprochement avec l'étymologie de Salif. Voilà. Et d'ailleurs, on sait qu'il a créé une ville du nom de Sulaf, et là encore, l'étymologie est proche. C'est une ville qui se trouvait à une centaine de kilomètres de Sanaa, la capitale actuelle du Yémen. Hatzmarvetz, alors lui, il a créé l'une des 4 principales tribus arabes. Il s'est établi lui aussi au Yémen, dans la région désertique de l'Hadramaout. Cette région a été renommée aussi Vallée des Morts en raison de nombreux combats qui s'y sont déroulés et qui sont la cause d'ailleurs de nombreux morts. Mais aussi l'Hadramaout, aussi en raison de la signification du mot arabe, c'est-à-dire il y a une racine qui est Adara, qui veut dire est venu. Et donc et il y a aussi Mot, donc Adara, et Mot aussi, et lui qui veut dire mort, donc est venue la mort, littéralement la mort est venue. Mais donc ce qui est aussi important, c'est que le nom de Hatzarmavet en arabe, eh bien, il est devenu Hadramaout. Voilà. Donc encore une fois, on retrouve des preuves historiques. Jérak, quant à lui, eh bien lui, il s'est installé dans le sud de l'Arabie et il a fondé donc la ville de Géra.
Adoram s'est lui aussi installé dans le sud de l'Arabie. Uzal, lui, s'est installé dans le Yémen, au sud et il a créé, c'est lui qui a créé Uzal, qui a créé la ville de Sanaa, donc capitale du Yémen. Dikla, lui, il s'est installé au nord du golfe Persique. Ah, beaucoup d'informations, hein, mais bon, voilà. Obal, lui, il s'est installé au sud de l'Arabie. Et on voit un petit peu comment finalement le monde de l'époque a été repeuplé très rapidement. Hein. Abimaël, lui aussi, s'est installé dans le sud de l'Arabie. Alors, par rapport à lui, eh bien malheureusement, nous n'avons pas encore assez de renseignements, d'informations concernant cette personne. Ophir, lui, s'est installé dans le sud-ouest de l'Arabie. Avila, il s'est installé au nord de l'Arabie. D'ailleurs, lui, il a créé une ville nommée Oalis. Voilà, et là encore, l'étymologie est proche de Avila et on retrouve vraiment pas mal de sources historiques le concernant. Alors, Oalis correspond aujourd'hui à la ville de Zeila. Jobab, pour finir, il a créé la ville de Juabab, qui se trouve à proximité de la Mecque, donc en Arabie Saoudite. Alors, terminons avec la descendance de Péleg, que nous retrouvons dans le chapitre 11 de la Genèse, les versets 10 à 26, qui nous dit « Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Pakshad. » Bon, bref, on l'a déjà lu, on va pas le relire. Donc là, ici, Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans, il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réhu. Péleg vécut après la naissance de Réhu 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réhu, âgé de 32 ans, engendra Sirug. Réhu vécut après la naissance de Sérug 207 ans. Il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Donc petit à petit, vous comprenez qu'on arrive à Abraham. Sérug vécut après la naissance de Nachor ou de Nahor, dans certaines autres traductions, 200 ans, il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach. Nachor vécut après la naissance de Térach 119 ans. Il engendra des fils et des filles. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voilà, on est arrivé à Abraham. C'était le but de cette première partie. Alors, Réhu, ou dans d'autres traductions, vous retrouvez aussi Rago, R-A-G-A-U. Donc, Réhu, il a donné naissance, il a donné son nom à une île que les Grecs appelaient Ragu, R-A-G-U. Sérug, quant à lui, il a donné naissance à la ville de Sarugi. Voilà, on retrouve encore l'étymologie. Donc, Sarugi qui se trouvait près de la ville de Haran, H-A-R-A-N, en Mésopotamie. Alors, le nom Syrie, d'ailleurs, eh bien, il serait issu du nom de Sérug. Alors, concernant Nachor, le fils de Sérug, eh bien, nous n'avons pas beaucoup d'informations le concernant. Nachor engendra Térach. Et donc, nous savons qu'il est mort dans la ville de Haran. Certaines traductions de la Bible nous disent Charan. C'est la même chose. C'est lui qui a fondé cette ville en l'honneur de son fils Haran, qui est mort de bas âge, quand il était vraiment très jeune. Et d'ailleurs, il faut savoir que le mot téraphim, que nous retrouvons à plusieurs reprises dans la Bible, eh bien, tire son nom de lui, de Térach. Voilà. Alors, Genèse 31, verset 19, nous dit que tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. Voilà. Et là, on parle justement de cette référence, les téraphim, qui étaient des idoles, des statuettes que l'on pouvait retrouver dans les maisons. C'est une chose d'ailleurs que Dieu désapprouve. Hein.
Donc ça vient de Térache. Dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 2, il nous dit que Josué s'adressa à tout le peuple. « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Térache, voilà, on retrouve Térache, père d'Abraham et de Nachor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. » Donc ce texte est confirmé par le fait qu'il a été retrouvé dans la ville de Haran, ou de Charan, comme vous voulez, eh bien, des lieux de culte dédiés à l'adoration de la lune. Alors, Térache engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran est né et est mort très jeune à Ur. Nachor, il s'est installé à Haran. Et plus tard, cette ville prendra le nom de la ville de Nachor. Comme d'ailleurs, l'histoire est relatée par Assurbanipal. Voilà. Enfin, je vais terminer aussi avec je termine ces généalogies avec Abraham, qui deviendra plus tard Abraham et dont nous étudierons prochainement. Alors, voilà, on retrouve un petit peu donc tout ce qui est vert, ça, c'est la descendance de Japheth. Tout ce qui est jaune ou orange, c'est la descendance de Cham. Et tout ce qui est en rouge, c'est tout ce qui est la descendance de Sem. Donc ainsi, eh bien, on retrouve au travers des trois couples, donc Sem et son épouse, Cham et son épouse, ainsi que Japheth et son épouse, eh bien, nous voyons que le monde a été repeuplé. Donc sur cette carte, eh bien, vous voyez le développement à partir de Sem, de Cham et de Japheth. Toutes ces migrations montrent le développement des civilisations qui s'est déroulé au cours des siècles suivants. Alors bien sûr, comme nous l'avons déjà vu, eh bien cela ne s'est pas fait en un seul coup. La conquête de nouveaux territoires a été progressive. Nous avons vu par exemple que Gomère s'est d'abord installé en Turquie, puis petit à petit il est remonté vers le nord. Et sur cette carte, eh bien maintenant nous voyons cette conquête des territoires qui s'est déroulée durant les siècles suivants, plusieurs siècles. Donc la couleur rose représentant majoritairement les peuples juifs. Alors ce peuple ne s'est pas très développé géographiquement, mais il est resté toujours dans le même secteur. Notez que les juifs et les peuples aujourd'hui considérés comme musulmans, eh bien à l'origine ne faisaient partie que d'un seul peuple. Ce n'est qu'au cours des siècles suivants qu'il y a eu une séparation brusque avec l'émergence de l'islam. Alors concernant le peuple juif, eh bien il faut quand même dire qu'il s'est répandu sur toute la terre, mais il n'est pas présent de façon majoritaire. Il ne représente à chaque fois qu'un infime pourcentage de la population. Les Juifs se sont installés, des Juifs se sont installés en Europe, en Russie, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, etc. Bref, il y en a partout, mais majoritairement, ils ne sont pas représentatifs, ils ne représentent pas un grand pourcentage. L'expansion quand même la plus flagrante, eh bien, elle vient de l'issue des peuples issus de Japheth. Tous les territoires verts, toutes les langues indo-européennes. J'avais dit que l'anglais, tout ça, ça venait des langues indo-européennes, donc appelées avant les langues japhétiques. Donc tous les territoires verts, voilà. Donc c'est tous les peuples issus de Japheth. Donc Japheth et ses descendants étaient de très grands conquérants. Ils ont conquis l'Europe, la Russie, puis après, grâce aux glaces qui se trouvent ici, ils ont franchi le Kamtchatka pour arriver petit à petit ici, donc sur le territoire canadien, territoire nord-américain. Ils ont conquis de là le Groenland, etc. Donc ils ont d'abord conquis l'Amérique du Nord, le Groenland, et puis ensuite, petit à petit, les groupes ont commencé à se disperser sur toute la surface des États-Unis, de l'actuel États-Unis, bien sûr, pour descendre petit à petit vers le Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Pareillement, les peuples issus de Cham, eh bien, se sont principalement développés en Afrique, donc tout ce territoire-là, c'est de la descendance de Cham.
Mais aussi donc on retrouve aussi les Siniens, donc la Chine, etc., le Japon, et petit à petit ils sont redescendus par les petites îles ici, Indonésie, Philippines, Malaisie, pour arriver ici en Australie. Voilà. Mais je le répète encore, rien n'empêche qu'on puisse retrouver dans le monde entier des personnes issues de la descendance de Cham. D'ailleurs, des tests génétiques lui ont démontré. Hein, on retrouve par exemple en Amérique du Nord, par exemple, aux États-Unis, eh bien des personnes qui sont issues de l'Afrique, hein, bien entendu. D'ailleurs aussi, comme on parle de l'Afrique, eh bien en Afrique du Sud, on retrouve aussi de très nombreuses personnes qui sont issues, elles, de Japheth, hein, voilà, des Pays-Bas notamment. Donc, bien sûr, je le répète, tout cela, ça s'est déroulé sur plusieurs siècles. Il faut savoir que la Bible retrace uniquement l'histoire du peuple hébreu, de Israël et éventuellement des peuples qui l'entourent. Hein. Donc la Bible fait seulement des zooms sur un seul secteur géographique. Cependant, eh bien, tout au long de l'histoire biblique, eh bien, il faut savoir que les peuples se sont développés un peu partout dans le monde. Et cela va m'amener dans le prochain point à retracer les grands points de l'histoire de l'humanité et aussi à corriger certaines erreurs de chronologie. Par exemple, il faut savoir qu'il y a aussi des micro-évolutions qui ont eu lieu avec le temps. Donc c'est pour ça que souvent il y a des questions qui reviennent. Pourquoi un tel est noir? Pourquoi un tel est blanc? Pourquoi un tel a les yeux bridés, etc. Donc ça, ce sont des micro-évolutions. Cela étant dû aux conditions climatiques. Adam et Ève, mais aussi plus tard Noé, finalement, et sa famille avaient un phénotype de type 4. C'est un phénotype qui correspond à un type méditerranéen. Mais avec les migrations, eh bien, la couleur de peau a changé. Ainsi, eh bien, parmi les descendants de Japheth, eh bien, certains ont obtenu un phénotype de type 1, c'est-à-dire une couleur de peau très blanche, sensible aux coups de soleil. Et cela en raison d'une installation dans des pays où le soleil ne brille pas très fort, où il y a souvent de la pluie, comme d'ailleurs dans le nord de la France, dans l'Angleterre, dans les pays nordiques, Suède, Finlande, etc., le nord de la Russie. Alors par la suite, eh bien, ces peuples ont traversé le Kamchatka pour arriver sur le continent américain. Alors certains se sont installés en Alaska, d'autres au Canada, d'autres sont arrivés au Groenland. Alors eux, ils ont conservé une peau très blanche. Alors j'utilise le terme de peau blanche pour bien représenter de quoi on parle, même si la peau blanche n'existe pas réellement. Revenons maintenant à ceux qui sont arrivés sur le continent américain. Donc certains sont restés dans le nord de ce continent, mais d'autres sont descendus vers le sud, vers l'Amérique centrale, puis avec le temps vers l'Amérique du Sud. Et avec le temps, avec des conditions climatiques différentes, des régions totalement ensoleillées, eh bien ces peuples sont passés d'un phénotype de type 1 à un phénotype de type 4. En passant bien sûr par le phénotype 2 et 3, etc. Pour ceux qui sont restés donc dans la région qui correspond à actuelle États-Unis, voilà, donc dans cette région ici. Pour ceux qui sont arrivés en Amérique centrale, eh bien là ils ont développé un phénotype de type 3. Et puis petit à petit, il y en a qui sont descendus un peu plus bas et qui ont eux développé un phénotype de type 4. Parmi les peuples issus de la descendance de Cham, ceux qui sont restés dans l'Afrique du Nord, ici, eh bien, ils n'ont pas eu vraiment d'évolution au niveau de la couleur de peau. Tout comme ceux qui sont issus de la descendance de Sem. Eux, ils ont gardé un phénotype de type 3, type 4. En revanche, la descendance Cham qui a descendu un petit peu plus bas, dans le sud de l'Afrique, et bien avec le temps, à cause d'une exposition au soleil plus intense, et bien le corps s'adapte et la couleur de peau, elle aussi, a changé, ce qui a donné pour certains un phénotype de type 5 et même pour d'autres un phénotype
un phototype, pardon, de type 6, donc c'est le maximum. Je rappelle que tout cela est dû à une production plus ou moins intense de mélanine. La mélanine qui est produite par les mélanocytes. Et ces mélanocytes fabriquent les mélanosomes. Ah, c'est assez compliqué, hein. Les mélanosomes sont des organites intracellulaires, c'est-à-dire entre les cellules. Et donc, plus le mélanocyte est chargé en mélanine, eh bien, plus la couleur de peau est noire. Et bien sûr, inversement, moins il y a de mélanocytes, moins la couleur de peau est, enfin, elle est plus blanche, quoi. Voilà. Et ainsi, eh bien, avec le temps, eh bien, nous voyons de grandes villes se développer, de nouvelles civilisations qui se développent, et cela favorise le commerce entre ces grandes villes, commerce d'animaux comme les chevaux par exemple, les buffles, les taureaux, les dromadaires, les chameaux, les girafes, pardon, les lions, etc. Mais aussi on a des commerces de vaisselle, de poterie, des commerces de vêtements, des commerces de bijoux, des commerces d'outils, d'armes aussi, hein, bien sûr. Et bien sûr, qui dit commerce d'armes, dit aussi guerre, bien sûr. Ainsi, eh bien, l'histoire de l'humanité est parsemée de nombreuses guerres. Les leçons finalement du déluge, de la tour de Babel, ont très vite été oubliées et de nouveau, le péché s'est multiplié sur toute la terre. Voilà, donc j'ai essayé de résumer ça en 30 minutes, et ben finalement je suis dans les temps, je suis content. Voilà, donc vaguement, comment s'est développée donc l'histoire de l'humanité sur toute la Terre. Vraiment une histoire très intéressante. Bien sûr, je pourrais faire vraiment du détail, mais ça va donner beaucoup plus d'heures de vidéos, beaucoup plus de travail, etc. Pour l'instant, c'est pas encore le moment. Aujourd'hui, on a vu juste des bases. Donc, ce qui est intéressant, c'est de poursuivre justement l'histoire de l'Église jusqu'à nous aujourd'hui pour vraiment bien comprendre que finalement de la Genèse jusqu'à aujourd'hui, eh bien il y a une trame de fond qui ne s'est jamais arrêtée. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour la suite où on va rentrer notamment dans l'histoire de l'Égypte, avec les pharaons, tout ça, vous verrez, c'est super intéressant aussi. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.